Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Mettre fin au désordre dans l'attribution des fréquences, corriger les manquements notés dans le passage du numérique. Le président Macky Sall pose les problèmes de l'audiovisuel sénégalais. Le chef de l'État recevait le rapport 2015 du CNRA et entend lui donner plus de pouvoir en revoyant le dispositif juridique. Le budget du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance est de 17 milliards. Outre le programme de retrait des enfants de la rue, on note le retour de la quinzaine de la femme. Le budget du ministère de l'Élevage et des Productions Animales a pour sa part connu une hausse de 7 milliards. Le vol de bétail était au cœur des débats. Et puis le gros fruit à la peau verte et ses vertus revient dans l'actualité. Au-delà de ses effets positifs sur la santé, c'est tout un business qui se développe autour de la pastèque. Fournisseurs, revendeurs, transporteurs, agriculteurs et consommateurs, tout le monde trouve son compte dans cette économie juteuse. 27 milliards de recettes en 2015. Grand sculpteur devant l'éternel, Ousmane Sow s'est éteint ce jeudi à l'âge de 81 ans. Membre de l'Académie des Beaux-Arts de Paris, notre compatriote a été celui qui a vendu l'œuvre la plus chère, un géant s'en va. Et puis en France, François Hollande se désiste. L'actuel président français ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2017. Bonsoir à tous et bienvenue. Revoir le dispositif juridique pour donner plus de pouvoir au CNRA. C'est une proposition du chef de l'État, le président Macky Sall, qui recevait le rapport 2015 de l'organe de régulation, annonce par ailleurs une redéfinition du cahier de charges pour mettre fin aux désordres notés dans l'attribution des fréquences. Les manquements notés dans le passage au numérique doivent également être corrigés. La synthèse de Oumar Ning. Pour la 4e fois consécutive, le CNRA se soumet au rituel. Au-delà des contenus, le rapport 2015 s'intéresse aux défis de la régulation dans le contexte numérique. Voici le profil du paysage. Les dernières statistiques qui nous ont été transmises par la RTP à notre demande établissent que plus de 308 fréquences FM, donc radio, ont été concédées à des opérateurs nationaux, 19 à des opérateurs étrangers. Plus de 50 fréquences de télévision à divers opérateurs, d'ailleurs peu nombreux. Ces chiffres doivent être cependant pondérés puisqu'ils englobent des fréquences activées, donc en opération, avec des stations qui diffusent, et des fréquences dormantes. La conséquence est évidente. On assiste à un désordre, une sorte d'incivisme médiatique. Pour un pays comme le nôtre, il faut reconnaître que c'est excessif. C'est trop, et surtout lorsqu'il n'y a absolument aucun respect pour les règles qui doivent guider un secteur aussi sensible que l'audiovisuel. C'est pourquoi j'ai engagé l'audit de l'attribution des fréquences en vue d'une exploitation judicieuse de notre spectre de fréquences dédié aux activités audiovisuelles. Et j'attendais justement l'effectivité de la TNT pour pouvoir annuler l'ensemble de ces fréquences et redéfinir un nouveau cahier de charges auquel tout le monde sera soumis sans exception. En dépit des problèmes notés, l'année 2015 a été une réussite avec une transition numérique effective. Le tournant enregistre tout de même des manquements qu'il faudra corriger. L'ampleur, la qualité et le caractère exceptionnel de ce qui a été accompli par l'expertise nationale sont indéniables. Cependant, le processus de transition, dont la partie technique a été réalisée par le groupe EXCAF, a révélé certains problèmes, manquements, insuffisances qui doivent être résolus au plus tôt, car leurs conséquences touchent à l'inégalité de traitement des citoyens, parce qu'une partie du territoire est couverte, d'autres ne l'est pas, d'où le sentiment de frustration de certains de nos concitoyens. Tout n'a pas été une réussite, vous l'avez rappelé, mais il faut se féliciter des résultats obtenus, parce que le Sénégal fait partie des pays les plus en avance dans le processus de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, en tout cas en Afrique francophone. Et pour une mise en œuvre réussie de cet important projet, initié dans l'intérêt exclusif des populations, il faut prendre dans les meilleurs délais les mesures qu'impose la situation.
Je peux vous rassurer que nous allons ratifier avant la fin de l'année donc l'accord 06. Je demande au ministre des Télécoms, dès la sortie de cette rencontre, saisir les affaires étrangères pour programmation au prochain Conseil des ministres du projet d'accord de ratification. Donc afin de permettre justement à notre pays de bénéficier du dividende numérique et de ses retombées socio-économiques. Il s'agit également d'assurer la promotion des chaînes thématiques dans les secteurs des sciences, par exemple, de l'éducation, de la santé, du tourisme, de l'agriculture, de l'environnement et de la gouvernance. Secteurs conformes aux priorités définies dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il faut aussi assurer la réglementation de l'importation, vous l'avez dit, et de la distribution des décodeurs sur le territoire national et arrêter le désordre également observé dans ce cadre. Une régulation s'impose donc avec l'orthodoxie requise. Le président de la République y invite le CNRA qui devra travailler à la promotion des bonnes pratiques dans l'espace audiovisuel. C'est ainsi que nous pourrons créer les conditions favorables à la production de contenus audiovisuels de qualité et à l'émergence d'une industrie de l'audiovisuel forte, mais aussi génératrice d'emplois et de richesses. Monsieur le Président, la promotion de bonnes pratiques en tant que régulateur du secteur, l'adoption de lignes directrices par les professionnels responsables qui pourraient être regroupés en collège d'autorégulation, doit compléter les dispositions juridiques. Et il nous faut reprendre les dispositions juridiques dans notre pays. Nous sommes l'un des rares pays où quelqu'un peut émettre, ne payant aucune fréquence, et se mettre au service de ses intérêts et sans que rien ne lui arrive. Et ça ne peut pas continuer dans une république. Donc il est clair que le dispositif juridique doit être revu, les sanctions doivent être revues également pour que le Conseil de régulation puisse disposer d'un arsenal afin que les acteurs puissent aussi tenir compte de ces avis afin de permettre en tout cas une régulation optimale au service de tous. Une véritable politique audiovisuelle qui doit intégrer le contexte. Le chef de l'État est aussi favorable au financement du service public de l'audiovisuel, mais aussi du CNRA. Le président Macky Sall invite le gouvernement à mener la réflexion sur la base d'une exploitation judicieuse du dit rapport. Et puis le président de la République du Congo effectue un séjour de 24 heures à Dakar. Denis Sassou Nguesso doit se rendre ce vendredi à La Havane pour prendre part aux obsèques du père de la nation cubaine, Fidel Castro. Il a saisi cette occasion pour s'arrêter à Dakar et s'entretenir avec le président Macky Sall sur plusieurs questions d'intérêt commun. Pape Biram Bigengaya. C'est vers 17h que l'avion de commandement du président de la République congolaise s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le président Denis Sassou Nguesso foule ainsi le sol sénégalais pour un séjour de 24 heures sur le chemin qui le mène en Amérique du Sud. Des retrouvailles chaleureuses entre deux chefs d'État qui partagent la vision d'une Afrique unie dont la paix et la prospérité. Après les honneurs, un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ensuite, direction l'hôtel King Fahd Palace où séjourne l'hôte du président de la République Macky Sall. Ici, un autre entretien entre les deux hommes sur fond de raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Congo. Chaque fois lorsque je dois me rendre en Amérique, j'ai toujours grand plaisir
à faire escale ici pour m'entretenir avec mon frère et ami, le président Macky Sall, il n'y a pas longtemps, en route pour Madagascar. Il nous a fait l'honneur de faire une escale de une heure à Brazzaville. Nous avons utilement échangé, nous poursuivons ce genre d'échange. Donc je fais escale ici en route pour La Havane. Je vais prendre part aux obsèques du président Fidel Castro. Je me suis encore arrêté. Si je n'étais pas à Madagascar, alors le président m'a fait part des conclusions du sommet de la francophonie à Madagascar. Et bon, on échange sur des tas d'autres sujets. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de rencontrer le président Macky Sall. Voilà. C'est donc une amitié qui se renforce. Poignées de main et accolades chaleureuses, l'image d'une complicité entre deux chefs d'État qui tissent des liens d'amitié pour une coopération pleine et entière entre le Sénégal et le Congo. Et puis ce communiqué du pôle communication de la présidence de la République, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a appris avec consternation la disparition de l'artiste sculpteur Ousmane Sow. Le Sénégal perd ainsi une figure éminente de son paysage culturel. Artiste de dimension internationale, avéré et académicien, Ousmane Sow a produit une œuvre prodigieuse qu'il a élevée au rang de monument de la création artistique sénégalaise, africaine et mondiale. Ousmane Sow a produit des personnages et des scènes qui témoignent de la longue histoire de l'Afrique, de son identité et de ses rapports au reste du monde. Plus, il a plongé dans les faits marquants de la trajectoire d'autres nations et d'autres peuples. Le président de la République salue la mémoire de ce digne fils du Sénégal et de l'Afrique qui s'est ouvert en humaniste confirmé à tous les horizons possibles de la créativité. Son Excellence, M. Macky Sall, présente ses condoléances à la famille, à sa famille et à la communauté artistique nationale et internationale ainsi qu'au peuple sénégalais. Un géant de la culture vient donc de quitter la scène. Ousmane Sow, connu pour ses œuvres colossales, s'est éteint à Dakar à 81 ans. Admis en 2013 à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, l'homme était kinésithérapeute de formation. À ce jour, il reste le sculpteur africain ayant vendu l'œuvre la plus chère. Il laisse son legs important au monde de l'art. Un immortel s'en est allé. C'est l'hommage de la rédaction signée Oumar Tchaoua. Ce qui frappe de prime abord dans les œuvres d'Ousmane Sow, c'est l'exagération volontaire des formes. L'homme sculpté de grands hommes et lui-même n'était pas petit par l'immensité de son talent et de sa stature tout simplement. Cette figure emblématique de l'art contemporain a vu le jour en 1935 à Dakar, de parents d'origine saint-louisienne. Dès son jeune âge, il taquine en bord de plage l'art en percutant des galets qu'il amassait au rythme des flux et reflux de l'océan. En 1957, il débarque en France avec le rêve d'entrer aux Beaux-Arts. Il est refusé à la porte de la prestigieuse institution, mais ce n'était que partie remise. Ousmane Sow se tourne alors vers des études en kinésithérapie qui lui permettront de connaître les moindres détails de l'anatomie et du corps humain. C'est seulement dans la seconde moitié des années 80 qu'Ousmane Sow se révèle au grand public, d'autant qu'au détour de la cinquantaine, il s'était éloigné des cabinets de kinésithérapie pour se consacrer entièrement à son art, pétrissant la glaise, façonnant le bronze, mais aussi le fer. Nuba, Peul, guerriers Maasai, Zoulou et même Amérindiens ont été ses grandes sources d'inspiration. Sa première grande expo se fera en 1987 dans les jardins du CCF à Dakar, mais l'apothéose a lieu sur le Pont des Arts à Paris en 1999. Une expo sur la bataille de Little Big Horn, visitée par plus de 3 millions de personnes. Massives, les sculptures d'Ousmane n'en sont pas pour autant dépourvues de précision et de sensualité. Elles dégagent une impression de puissance, de majesté, mais aussi de réalisme. Ousmane, l'Auguste Rodin de l'Afrique, connaîtra la consécration suprême à la fin de l'année 2013, une année de grâce avec son entrée à l'Académie des Beaux-Arts, section des membres associés étrangers, marchant sur les pas de Léopold Sédar Senghor quelques 30 ans après. Il avait un ultime rêve d'ouvrir un musée au Sénégal qui rassemblerait toute sa collection colossale.
Celui qui disait n'être intéressé que par la vie dans ses œuvres n'est plus. Mais les artistes survivent toujours à leur propre disparition. Et lui, immortel plus que les autres. Adieu. J'ai fait ça par plaisir. Que le géant repose en paix. Session budgétaire à l'Assemblée nationale après un débat riche et varié sur les projets et programmes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Les élus du peuple ont voté le budget pour l'exercice 2017. Il s'élève à plus de 17 milliards de nos francs. Le programme de retrait des enfants de la rue était aussi inscrit au cœur des débats. À la fin des travaux, c'est un satisfecit qui a été décerné au ministre. L'innovation, c'est le retour de la quinzaine de la femme à compter de l'année prochaine à Bassao. Plus de 80 députés inscrits au débat, 6 tours d'horloge pour cerner toutes les questions liées au financement, à l'assistance et à l'autonomisation des femmes, sans compter l'intégration du genre dans les politiques publiques et le programme de retrait des enfants de la rue. Le ministère est transversal. dafa laal donc intervention yi ñu fi dégg yépp boo ko xoolee dafa xayma. Nous gérons un département transversal. Pour preuve, les interventions touchent toutes les couches de la population, les femmes, les jeunes filles, bref, la famille. Je vous assure que nous n'allons jamais laisser tomber ce projet de retrait des enfants de la rue. Nous travaillons pour l'heure à l'élaboration d'un plan d'action après avoir fait l'état des lieux. Man mii ci sama bopp dem naa ak équipe bi nga xam ne ñooy def liggéey bi sur le terrain def le quartier de la Médina. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et son ministre délégué en charge de la microfinance n'ont pas tardé à répondre aux interpellations des élus du peuple. La prise en charge des pupilles de la nation et la gestion de la case des tout-petits, les centres départementaux d'assistance et de formation pour les femmes ont aussi fait objet de débat. Débat sur la quinzaine de la femme qui mériterait d'être relancée selon les députés, tout comme l'instauration d'un grand prix du chef de l'État pour la femme, une manière pour ces députés d'installer une concurrence saine en milieu féminin. Je remercie toutes les femmes qui ont marché, le CLVF, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Je dis ici que chaque année, nous manifestons à l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme, qui est une campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Et je remercie toutes les femmes qui ont été sensibles à ces violences qui sont faites sur les femmes jour et nuit et sur les filles, mais les violences sont de nature multiple. Nous pouvons en citer beaucoup, mais heureusement que les femmes sont engagées et l'État du Sénégal est engagé à éradiquer ce fléau. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a pris des engagements lors de l'atelier des femmes juristes au King Fahd pour dire qu'il va s'ériger en bouclier contre l'impunité par rapport aux acteurs de violence. L'assistance juridique des femmes, le PASNEC, le PALAM 2, le PIDES, le programme de retrait, l'équipement des femmes, entre autres, sont autant de projets et programmes qui nécessitent des moyens conséquents. Ces moyens ont été validés en présence de l'autorité en charge du budget. Ils s'élèvent pour l'exercice 2017 à 17 422 500 540 francs CFA contre 17 671 898 060 francs CFA pour l'exercice 2016, soit une baisse de 1,41%, baisse qui se justifie par les crédits d'investissement. En définitive, un satisfecit a été décerné au ministre Maria Massar et à Moustapha Diop. Le budget du ministère de l'élevage et des productions animales connaît une hausse de 7 milliards de francs CFA, de 14 milliards 924 millions de francs CFA. Il passe à 22 milliards 304 millions de francs CFA. Une augmentation saluée par les parlementaires. Ils sont par ailleurs revenus sur les difficultés qui gangrènent le secteur de l'élevage, notamment le vol de bétail, les maladies animales, entre autres. Fatou Diouf.
L'élevage, un secteur qui intéresse au plus haut point les représentants du peuple. 49 orateurs, plus de 2 tours d'horloge de débat sur des questions cruciales. En vedette, le vol de bétail. Malgré l'adoption de la loi qui endurcit les peines, le phénomène persiste. Pour les députés, il faut nécessairement que l'État veille à l'application de la loi et au renforcement des comités locaux de lutte contre le vol de bétail. J'ai assisté à un vol de bétail à Touba, ce qui m'a fait comprendre ce que c'était le vol de bétail. Parce qu'on était à Touba et quand nous sommes sortis, on a trouvé que le troupeau qui était à la porte avait disparu. Donc le marabout a envoyé chercher le troupeau et c'est dans l'après-midi qu'on a retrouvé le troupeau très loin de Touba. Et on ne pouvait pas savoir qui a volé ce troupeau parce qu'on a trouvé des messieurs, quand on demande à qui appartient ce troupeau, ils disent « Ah, nous savons que le troupeau, c'est la richesse du peuple et si on lui prend tout son troupeau, on lui a pris sa richesse. » Madame la ministre, le vol de bétail, je demande purement et simplement à ce qu'on applique la loi contre le vol du bétail. Madame la ministre, j'avais dit l'autre jour, si on n'applique pas cette loi-là, les éleveurs se feront leur loi et ça, on va assister à autre chose. Autre question soulevée, la cherté des aliments de bétail, les maladies animales, les importations frauduleuses de cuisses de poulet, la problématique de la sauvegarde du bétail, etc. Sur toutes ces questions, le ministre de l'élevage a apporté des précisions. L'application, nous découvrir que ça pose des problèmes. L'application de la loi pose problème, nous le savons tous. Le département bokul ak ba sa morom jóge té joy bi ben la may saluer initiative ñi nga xamné Je salue cette initiative de créer des comités de lutte contre le vol de bétail dans les différentes localités. Mais mbir mi aussi amna ku ko wax xamatuma kan la ci député yi mais nénañu l'État va prendre des mesures importantes pour y remédier. Il faut aussi que les populations aient la culture de dénonciation. Il ne faut plus jamais protéger ces malfaiteurs. Dans un quartier, Pour Aminata Mbengue Ndiaye, le développement de l'apiculture, de la culture fourragère et de l'augmentation de l'efficacité de l'insémination artificielle sont aussi des priorités au niveau de son département et aux députés de voter à l'unanimité le budget 2017 du ministère de l'élevage et des productions animales. L'enveloppe passe à 22 milliards 304 millions contre 14 milliards 924 millions en 2016, soit une augmentation de 7 milliards de francs CFA. Infrastructure. Dans les régions de Matam et de Saint-Louis, le PUDC a réalisé en total linéaire de 113 km de pistes rurales. Ces ouvrages permettent de sortir des centaines de villages de l'isolement et de l'enclavement Pabuna-Tchawa. Le marché hebdomadaire de Ndjoum, mosaïque de couleurs et d'animation, lieu de rencontre de centaines de riverains. La plupart d'entre eux viennent des villages environnants, situés à des dizaines de kilomètres. Ici se pose avec acuité la question de l'accessibilité. Le programme d'urgence de développement communautaire apporte la solution définitive à travers cette piste allant jusqu'à Bombodé sur 32 km. La piste est praticable et les véhicules ici appelés Oupouya s'en donnent à cœur joie. Bànneex bu rëy lañ si am ñun ndax ñun fii dañ ci daa sonn li nga xamante ni surtout nawet bi su tawee mais bi alhamdulilah rabbil alamin quoi waaw liggéey bi aw na yoon. fii moom ba Bombodé amuñu benn problème waaw. seen oto yi paanatul. ah ñooñu paan mais paan yi garaawatuñu de ay soo paane fii boo woowee ku lay dépanner du sonn mu jël jakarta mu ñëw dépanner. benn wayaas rek wala di wayaas benn rek nga mën a doon def ko c'est neexul daw waaw. waaye léegi mën nga def 3 wayaas. waaw léegi moom mën naa def 3 wayaas. Trajet commode et sans encombre jusqu'à Bombodé, la piste a littéralement transformé la vie du village. tali bi léegi intérêt ci Bombodé. Bombodé dañ leen di sant bu baax te affaire bi baax na ci ñoom. baax na ci ñoom tey baax na ci ñoom ëllëg. parce que boo gisee lii mun na am goudron am ci lépp mun na am. waaye chance la dañu sant seen gouvernement bi Macky Sall ak gouvernement yépp. Autre aspect important, les évacuations sanitaires vers l'hôpital de Ndjoum qui sont devenues plus faciles et plus rapides.
Depuis qu'on a fait la piste, alhamdulillah, je remercie le bon Dieu. À chaque malade qu'on évacue vers Ndjoum, on n'a plus de problème. On a une ambulance qui est à Namril, c'est à 20 à 25 km de Namril. Bon, pour l'évacuation, c'est très facile. Quand je l'appelle, ils viennent tout de suite. Il n'y a pas de problème. Par rapport aux années passées, ils avaient des difficultés. Mais alhamdulillah, on remercie Dieu, nous n'avons plus de problème. Autre localité sœur, désormais reliée par un cordon ombilical, Aérelao et Yarelao, sur un linéaire de 45 km. 1 heure de temps ngay def diggante Yaare ak Aérelao 1 heure de temps tamit bu nawet ñëwee marché bi du doon dox ñaari mois ñetti mois ci nawet bi amul woon marché parce que oto yi mënuñ ñëw dañu chargé bagage yoon bi dafa am ay déeg yi oto yi foofu lañ jaay dañuy yendoo ngiro loolu tamit deñ na yàlla def na xam léegi heure bi nga jógee Yaar bu dee kay sa oto paanul noonu ngay àggee Aérelao ni nga jógee Aérelao noonu ngay àggee vraiment yoon bi amal nañu njëriñ bu baax tamit bu dëgg tamit du question la dëgg laa wax yoon bi moom baax na. Thilogne et Bélé dans la région de Matam ne font pas exception à la règle. 33 km de pistes permettent désormais aux habitants de ces localités d'effectuer plus facilement leurs interactions. Toutes ces pistes ont été réalisées dans le respect strict des normes environnementales. D'ailleurs, les carrières qui ont servi à leur construction seront restaurées. Ce que nous faisons, nous essayons de remettre la terre de découverte sur l'emprunt pour réduire un peu l'excavation, améliorer l'aspect visuel et éviter le ruissellement, l'accumulation des eaux dans l'emprunt. Les pistes du programme d'urgence de développement communautaire permettent aussi de joindre des terroirs du pays qui semblaient jusque-là très éloignés les uns des autres. Dans le cadre du PEDC, donc, nous avons un souci d'interconnectivité régionale, départementale déjà et régionale. Parce que d'ici, on peut partir de Ndjoum, on arrive à Bombodé et on est à 25 km de Labgar. Donc on est dans le ranch du Doli par Thiel. Et d'ici aussi, on peut aller directement dans la région de Kaffrine par Koungheul. Ceci permettra donc d'interconnecter toutes les régions du bassin arachidier, en l'occurrence Diourbel, Kaolack et Kaffrine, donc en passant par le Ferlo à la vallée du fleuve Sénégal, et donc de permettre l'interconnexion de toutes ces régions. Ceci, bien sûr, dans une logique d'émergence des pôles territoriaux. Dans le monde rural, les voies de communication sont plus que nécessaires. Le gain de temps important sur les longs trajets qui étaient le quotidien de ces populations constitue plus qu'un pas, un grand saut vers l'émergence. Après une première phase, le projet des services des entreprises du mil va mettre l'accent sur les technologies et sur la transformation du mil pour avoir des produits finis, financés à hauteur de 4 milliards par le département américain de l'agriculture. Ce projet devrait permettre aux producteurs de cultiver et de vendre un mil de qualité. Hamidou Diop. Le projet des services des entreprises du mil, financé par l'USDA, intervient dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine pour la production et à Dakar pour la transformation. Le projet, qui en est à sa deuxième phase, veut redonner au mil toute sa place, surtout dans un contexte de baisse de rendement et de changement climatique. Nous sommes à notre deuxième phase et la première phase s'appelait projet de renforcement de la chaîne de valeur du mil, qui a existé de 2009 à 2013. Et ce nouveau projet, on est allé un peu plus en profondeur par rapport à la chaîne de valeur du mil. Avant, on était dans les technologies. Cette fois-ci, nous sommes dans les technologies, mais aussi dans la transformation du mil, carrément, transformation en produits finis. Le projet a permis d'agir sur les technologies de production. Aujourd'hui, les rendements ont connu des hausses. Le mil est largement consommé par beaucoup de Sénégalais et aujourd'hui, toutes les personnes qui se disent vouloir aller vers la santé, etc., utilisent le mil le soir. Et dans les villages, c'est le matin et le soir que le mil est consommé. L'autre chose, c'est que si les gens connaissent bien le Sénégal, en général, le mil participe à toutes les cérémonies religieuses, les cérémonies funèbres, ainsi de suite. Passé l'étape de production, il faut penser à rentabiliser le surplus. Le projet aide les producteurs dans la transformation et la commercialisation. Objectif, mettre sur le marché
un mil de qualité. On a mis l'accent surtout sur la commercialisation pour plus pousser la production, mais aussi pour chercher des marchés qui sont vraiment larges et on est toujours la demande et on est en train de répondre à la demande qui existe déjà. C'est un projet d'une importance capitale parce qu'il intervient dans tous les maillons de la chaîne concernant le mil, commençant par la production jusqu'à la commercialisation. Donc c'est un élément important pour la région. Et surtout les recommandations qu'on a à faire concernent le fait d'intégrer surtout l'adaptation au changement climatique qui est important. Ce projet a fait ses preuves dans toute la chaîne de valeur mil. Il a permis de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs. Hier, nous parlions des vertus nutritionnelles du melon d'or. Aujourd'hui, nous parlons de ses aspects commerciaux. Derrière la pastèque, tout en business, toute une chaîne de valeur au-delà de ce que gagne le revendeur du coin ou le gros fournisseur. C'est à coût de milliards que s'évalue le chiffre d'affaires de cette filière. Plus de 27 milliards pour une production totale de 270 000 tonnes entre 2015 et 2016. La pastèque, une richesse horticole, ces différents maillons de la chaîne ne diront pas le contraire. On les entend dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Dawa. Ils n'ont Dieu que pour la pastèque en ce moment et les vendeurs ont bien entendu flairer la bonne affaire. Un tour au marché syndicat de Pikine. Bailay est dans toutes les conversations et sur tous les tableaux. Il est l'un des principaux fournisseurs de ces nombreux revendeurs. Bailay est mon unique fournisseur. Je lui ai proposé 200 à 250 francs CFA pour les petites, mais il veut me les vendre à 300. Les plus grandes, on est tombé finalement d'accord sur 800 francs CFA. Le prix dépend de la taille de chaque pastèque. Celles-ci sont à 300 francs. Pour celle-là, je lui ai fait un bon prix, 800 francs. À chacun ses préférences et son pouvoir d'achat surtout. Ce commerce ici à débourser aujourd'hui dépasse les 50 000 francs. Il m'arrive de prendre même une valeur de 100 000 francs CFA. Je paye après avoir revendu. Si une vieille dame comme moi court derrière ce commerce depuis des années, c'est que ça rapporte. Si son fournisseur s'active tant ce matin, c'est qu'il veut écouler au plus vite ces 30 tonnes de pastèques. Pour en fait pouvoir décharger cet autre camion qui attend. Il se donne 2 à 3 jours pour tout écouler. Il ne nous dira pas combien il gagne, mais ses frais renseignent sur l'intérêt du business. La location du camion me revient à 250 000 francs. J'engage des manutentionnaires pour le charger et je les entretiens. Je dépense au minimum 50 000 francs pour cela. C'est une autre voiture qui charge les pastèques Borchon. Pour les 30 tonnes, il faut payer 100 000 francs. Ici à Dakar, il faut encore payer des taxes municipales. Du camion à la charrette, en passant par les clans d'eau ou encore les pousse-pousse, partout et par tous les moyens, le business de ce gros fruit, à la peau verte et à la chair rouge. Nous travaillons avec des partenaires qui sont au Saloum. C'est eux qui nous envoient presque quotidiennement des camions. Les livraisons sont écoulées ici. Nous sommes nombreux à faire ce travail. Des camions, il y en a presque partout par ici. Je loue une charrette à 6 000 francs que je charge de pastèques. Je fais le tour des quartiers pour les revendre. Je peux acheter pour 40 voire même 50 000 francs. Les dimanches, la demande est forte. On peut acheter à 1 000 francs et revendre à 1 250 ou 1 500 francs. C'est notre gagne-pain et c'est certainement mieux que de voler ou d'errer sans but. La pastèque, une richesse horticole du Sénégal. Comment ne pas le croire au regard des 270 000 tonnes qui ont été produites dans le pays? Si vous rapportez à 100 francs le kilo, vous êtes en termes de chiffre d'affaires, je dis bien, autour de 27 milliards.
c'est quand même pas rien. C'est important. 27 milliards allant où? Redistribuer aux masses paysannes. Que dire de l'export? Car tout ne se mange pas au Sénégal. On est autour de 15 000 tonnes. Alors, pour 3 milliards, 220 millions 500 000. Même au détail, la pastèque est très cotée. Ça s'écoule bien. Je vends les tranches à 50 francs, mais ça dépend de chaque client. 50 francs, 500 francs, 1000 francs et même 1500 francs. J'ai acheté cette tranche à 50 francs. Je vais en reprendre. Vraiment merci à ceux qui cultivent ces pastèques. Avec elle en plus, peu se perd, car quand chacun aura pris ce qui l'intéresse, le reste est servi au bétail. Une économie plus que juteuse. Le CRD du Gamou de Thiénaba s'est tenu ce matin au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de faire le point sur les préparatifs de l'événement à 10 jours, justement, l'hydraulique, l'électricité et la réhabilitation de centres et de certains axes routiers sont les points sur lesquels des difficultés sont notées et les autorités s'engagent à prendre en charge toutes ces questions. Aminata Mengfal. Ce CRD du Gamou annuel de Thiénaba a été l'occasion de faire l'état des préparatifs à 10 jours de l'événement. Sur les 16 points qui ont fait l'objet de cette rencontre, 3 ont particulièrement focalisé l'attention. C'est au niveau de l'hydraulique, un peu de la Sénélec et de l'Agéroute. Et que dans tous ces 3 points, en tout cas, nous avons eu à parler avec les autorités concernées. Pour l'hydraulique, le ministre Mansour Faye nous a rassuré, en tout cas que d'ici là, la solution sera trouvée pour donc être à l'aise dans cette situation. Au niveau de l'Agéroute, on vient de parler avec le directeur général. C'est vrai qu'il y a quelques contraintes objectives, mais dans tous les cas, nos besoins, disons, seront largement pris en compte. Au niveau de la Sénélec aussi, c'est une question d'installation. L'un dans l'autre, en tout cas, nous sortons rassurés, disons, de cet entretien. Le ministre de l'Intérieur invite par ailleurs les autorités locales à assurer le suivi pour un bon déroulement du Gamou. Ce qui reste maintenant à faire, nous sommes à 10 jours de l'événement, c'est de continuer d'être vigilant. Et je l'ai demandé au gouverneur, après l'avoir exprimé toute ma satisfaction, en même temps que c'est tous ses collaborateurs. Donc je lui demande de continuer de rester vigilant, mais surtout en relation avec le comité d'organisation, de veiller en tout cas à ce qu'on ne soit pas surpris au dernier moment. Le comité d'organisation du Gamou de Thiénaba, après avoir salué le pragmatisme avec lequel s'est déroulée la réunion, s'est dit rassuré des engagements pris par l'État. Nous, en tant que délégués par le Khalife général de Thiénaba, tout ce qu'on a dit dans le plan d'action, on l'a évoqué devant M. le ministre de l'Intérieur, mais il a vraiment tenu cette réunion à notre satisfaction quand même. Vraiment, il faut le dire avec tous les chefs de service qui sont présents. Donc nous lui remercions, mais nous remercions au nom du Khalife, le chef de l'État, le Premier ministre, mais tous les membres du gouvernement pour les activités vraiment qu'ils sont en train de mener pour la réussite de l'événement religieux du Sénégal, mais aussi plus particulièrement pour Thiénaba. Pour cette 137e édition, le thème retenu porte sur l'éthique et la gouvernance dans l'islam, l'exemple de Thiénaba. À la suite de cette rencontre, notre comité régional de développement sur les préparatifs du Gamou de Ndiassane. Plusieurs questions à l'ordre du jour. La principale préoccupation du comité d'organisation est la réhabilitation de l'axe Méké-Nak. Aminata Benfal. Le Gamou de Ndiassane sera célébré une semaine après celui de Tivaouane. Lors de ce comité régional de développement, le gouverneur de la région est revenu sur les besoins exprimés lors du CDD. Sur certains points, séances tenantes, des solutions sont recherchées. Les quelques points qui ont été soulevés et qui ne concernent pas directement le Gamou, vous l'avez dit, c'est le poste de gendarmerie, la boulangerie, elle concerne le Gamou bien sûr, ça c'est le ressort quand même de mes autres collègues, notamment du ministre des Forces armées, on en parlera. La route aussi, je crois qu'on fera tout pour qu'elle soit réalisée. Toutes nos préoccupations ayant été prises en charge, nous devions
exprimer notre gratitude à l'endroit du chef de l'État et décerner une mention spéciale de remerciement au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui s'est personnellement investi dans l'exécution des directives présidentielles. L'une des préoccupations majeures de la famille Kunta pour la célébration du Gamou de Ndiassane est la réhabilitation de l'axe Mekendank. C'est donc pour des raisons à la fois symboliques en ce qui concerne Ndank, des raisons spirituelles, mais aussi des raisons de confort que nous avons demandé la construction moderne d'une route entre Meké et Ndank. Meké et Ndank, c'est 8,5 km, donc on fera tout pour que ça soit fait. En même temps que l'esplanade aussi, je rendrai compte à M. le Président de la République pour essayer d'accélérer, enfin voir avec ses services pour pouvoir faire accélérer les travaux. Cette rencontre a été une tribune pour le porte-parole de la famille de réaffirmer leur engagement aux côtés du président de la République pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme semble investir l'humanité d'un péril mortifère. Et j'ai dit que c'est pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement conformément aux enseignements du prophète, notre engagement dans la lutte contre la violence sous toutes ses formes. Nous avons également plaisir à proclamer notre adhésion à la lumineuse idée du président Macky Sall qui a plaidé pour une conscience universelle afin d'éradiquer le terrorisme dans toutes ses expressions. Le Gamou de Ndiassane est prévu le 18 décembre 2016. Il célèbre le baptême du prophète de l'islam. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Propos de François Hollande. Le président français annonce ainsi sa décision de ne pas briller en second mandat. Couperait pour les uns, décision attendue pour les autres. En tout état de cause, l'annonce a dérouté plus d'un. Avec ces décisions, le président pose un acte inédit sous la Ve République. Ousmane Garifay. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. C'est la fin donc du suspense. Il ne fera qu'un seul quinquennat. François Hollande à août pour la présidentielle de 2017. Celui qui avait fait du redressement de la courbe du chômage un point d'honneur pour solliciter à nouveau le suffrage de ses compatriotes n'ira pas jusqu'au bout de sa logique. Même si les indicateurs côté chômage tendent au vert, le locataire de l'Élysée s'est finalement rendu à l'évidence qu'une candidature à sa propre succession serait de trop au regard de la situation politico-socio-économique du pays. Même si le président met en évidence l'argument du rassemblement et de la sécurité de la France, force est de constater qu'il était dos au mur, contesté dans sa propre famille politique, boudé par la majorité des sondages et gêné aux entournures par un Premier ministre vexé pour sa part par les primaires du camp d'en face. François Hollande décide finalement de libérer les siens. Sous la Ve République, jamais cela n'était arrivé. Avec cette décision, il ouvre peut-être l'ère des primaires pour toute la gauche française. Et puis Rudo, sur la présidence sénégalaise au Conseil de sécurité des Nations Unies, la journée du 30 novembre qui a marqué la fin de ce mandat a été rythmée par plusieurs activités qui ont permis de traiter des questions relatives à la gouvernance mondiale. Envoyé spécial à New York, Khalisek. La dernière journée de la présidence sénégalaise au Conseil de sécurité des Nations Unies aura été particulièrement chargée. D'abord, c'est la situation dans la péninsule coréenne qui retient l'attention de ce Conseil. C'est ainsi que la résolution 2321 a été votée à l'unanimité pour réitérer la ferme volonté de ce Conseil de mettre un terme au programme nucléaire nord-coréen. Le Conseil invite ainsi instamment Pyongyang à une dénucléarisation. Après la République populaire démocratique de Corée, le Conseil s'est réuni en session d'urgence sur la situation en Syrie. Et les briefers qui étaient en vidéoconférence
parle de déluge de feu sur Alep, de politique de guerre totale, de situation humanitaire tragique, catastrophique et dramatique, et je sais si j'en oublie. Pour la délégation sénégalaise, il faut aller au-delà de ces bilans macabres et œuvrer inlassablement pour la paix. Des vies humaines sont anéanties, des maisons, des marchés, des écoles et des établissements sanitaires sont réduits à néant, en violation de toutes les règles du droit international humanitaire. Et en dépit des efforts louables des organismes humanitaires et des bonnes volontés, c'est tout un peuple qui agonise, tout un pays qui s'effondre avec son économie et son héritage socioculturel multiséculaire. Pour combien de temps encore? Et pourtant, le prix de la paix n'est jamais plus élevé que le coût de la guerre. C'est ce qui fonde l'espoir du Sénégal qu'une solution négociée de la crise syrienne est encore possible. Ces paroles, mesdames et messieurs, je les ai citées de mon président, le président Macky Sall, qui dans cette salle même, le 22 septembre dernier, c'était sous la présidence néo-zélandaise, s'adressait à notre Conseil. Autre activité qui a rythmé cette journée, cet échange interactif entre membres du Conseil de sécurité et autres diplomates accrédités à l'ONU. Et pour boucler la boucle, une réception a été organisée ici à la mission sénégalaise, occasion pour la délégation sénégalaise et ses convives de vraiment finir ce mois chargé et riche en enseignements et en symboles. La Gambie a voté ce jeudi pour l'élection présidentielle. Les résultats pourraient être annoncés dans la nuit. Mais nous allons dans ce reportage voir un système de vote bien différent de celui de nombreux pays. Il est permis de voter avec des billes pour permettre aux illettrés de reconnaître les candidats. Cher Traoré. Après plusieurs jours de campagne électorale, les électeurs gambiens étaient aux urnes ce jeudi pour élire le président de la République face au président sortant Yahya Jammeh en place depuis 22 ans, deux candidats de l'opposition, Adama Barrow et Mama Kandeh. Mais l'attraction de ce scrutin est le système de vote bien gambien. Les électeurs peuvent voter avec des billes. On n'utilise pas de papier, on utilise des bidons et des billes. Vous entendez la cloche? Vous remuez, le sable et tout le reste descend, on les met là et on montre à tous les agents. Un vote. Ce système de vote assez original et efficace selon les responsables des élections, il permet aux électeurs illettrés de pouvoir reconnaître facilement les candidats et de s'exprimer. Nous constatons qu'aucun système ne surpasse le nôtre. Il est libre, juste et transparent, personne ne peut tricher. Les résultats du vote sont attendus. Ils pourraient être publiés dans la nuit après le travail de la commission électorale indépendante. Pour la première fois, les urnes ne seront pas scellées et acheminées au niveau régional. Le décompte se fera sur place, dans les bureaux de vote. L'actualité internationale, toujours l'Union européenne menace de sanctions la RD Congo et puis l'armée irakienne a subi de lourdes pertes à Mossoul. Nous démarrons par le Soudan du Sud. L'ONU parle de nettoyage ethnique, cher Traoré. Un nettoyage ethnique est en cours dans plusieurs régions du Soudan du Sud. L'alerte est d'un groupe d'experts des Nations Unies qui vient de boucler une mission de 10 jours dans ce pays. Le nettoyage ethnique se traduit par la fin extrême des viols collectifs et la destruction de villages, a déclaré la chef d'une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Après les États-Unis, l'Union européenne menace la RD Congo de sanctions. Bruxelles a établi une liste de personnes susceptibles d'être sanctionnées par le gel de leurs avoirs et une interdiction de voyager en Europe. Cette personne soupçonnée d'être impliquée dans des violations des droits de l'homme sont ciblées. Elles pourraient se voir infliger des sanctions en cas de nouvelle vague de répression. Les États-Unis avaient gelé les avoirs de 3 généraux congolais et menacent d'étendre ces mesures à des responsables politiques. La bataille de Mossoul est lourde en perte pour l'armée irakienne. Selon la mission des Nations Unies en Irak, 1959 membres des forces irakiennes ont été tués et au moins 450 autres blessés. Pour le seul mois de novembre, l'armée irakienne a lancé une offensive pour reprendre Mossoul au groupe État islamique. Malgré la prise de plusieurs localités environnantes, l'armée irakienne, soutenue par des forces internationales, n'arrive toujours pas à contrôler cette ville du nord.
6 comités nationaux et fédérations sportives ont été officiellement installés ce jeudi. La cérémonie a eu lieu ce matin au ministère des Sports. Le ministre Matarba a rappelé quelques dispositions dans le sens de développer et d'améliorer la gouvernance des disciplines sportives. Pape Madi Diop. À peine mise sur pied, la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre présente son équipementier. La discipline connaît un succès dans les villes et doit davantage s'installer à l'intérieur du pays. La fédération devrait aider à la constitution d'un réseau de clubs de randonneurs dans ces régions, signer une charte avec eux pour aboutir à la création de ligues ou districts à l'image de la région de Dakar. Au Sénégal, la pratique du jeu d'échecs a connu une léthargie. Avec le comité national provisoire, le jeu d'échecs sera ainsi relancé. Ce sport-jeu bénéficie d'un regain d'intérêt dans la mesure où non seulement c'est un sport, mais aussi dans le système éducatif de plusieurs nations, il a été intégré en ce que ça aide aux enfants, aux apprenants à acquérir un certain nombre de compétences, d'attitudes et d'aptitudes. Les sports équestres sont dans une dynamique de succès. Ceci grâce au soutien de l'État. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de votre directeur de cabinet, d'abord je le nomme, de l'accompagnement du directeur des activités sportives, physiques et sportives, et de l'ensemble des autres conseillers et amis qui sont dans ce département. D'un comité national à une fédération de boxe, on peut dire que les adeptes de la discipline sont en train de réussir leur objectif, malgré la modestie des moyens. Nous avons pour ambition, en synergie avec toute la famille de la boxe sans exclusive, de redorer le blason de la discipline par un maillage du territoire national, une vulgarisation de la boxe à travers un plan-programme partagé. La savate boxe française, elle aussi, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Ceci explique l'installation de son comité national de promotion. Vous n'avez pas cessé d'apporter, de par vous-même, de par vos réflexions et à travers vos collaborateurs, vous n'avez pas cessé d'apporter l'ensemble des efforts nécessaires pour mettre à l'aise les acteurs que nous sommes. La lutte sénégalaise est sous le contrôle d'un comité national de gestion. La discipline est certes bien gérée, mais souffre de quelques excès. Le chemin est long, il est rugueux, il est rocailleux, mais je pense que nous n'avons pas peur de la mission, parce que tout simplement c'est une mission d'État. À tous ces comités et fédérations, le ministre des Sports n'a pas manqué de rappeler certaines dispositions. Toutes les fédérations installées, tous les CNP aussi installés, ont déjà compris qu'il y a une mission administrative et financière qu'il faudra respecter. Il faudra une tenue sur le plan administratif, sur le plan financier, mais aussi avoir un plan-programme pour que partout dans ce pays, toutes ces disciplines soient installés et vulgarisés. L'installation de ces comités nationaux et fédérations sportives ont été marquées par la présence massive de la presse nationale qui exprime ainsi son intérêt particulier à cette cérémonie. Football, les juniors sénégalais en finale du tournoi UEMOA. Les Lionceaux se sont qualifiés en surclassant les Bissau-Guinéens sur le score de 5-0. Les joueurs sénégalais feront face aux Aigles du Mali pour la conquête du trophée sous-régional. Ibrahima Mboupa. Journée portes ouvertes de la défense bissau-guinéenne au stade municipal de Lomé. L'attaquant des Lionceaux, Ibrahima Niane, est le premier à prendre part au festin après un très joli numéro dans la surface de réparation. Le Sénégal mène par 1-0. Qui ouvre le score pour le Sénégal, deuxième but pour le sociétaire de Génération Foot. L'attaquant de Génération Foot s'illustre de nouveau à la 24e minute. Son centre en retrait est repris victorieusement par un Crépin Diatta combatif, débordant d'énergie. Et c'est le second but. 30e minute, Aliou Badji tente et réussit un lob astucieux, un chef-d'œuvre. 3-0 à la mi-temps. En seconde période, l'appétence des Lionceaux est restée intacte et ils n'ont pas lâché la proie pour l'ombre.
L'attaquant du Casa Sport, Aliou Badji, est loin d'être rassasié. Il marque le 4e but du Sénégal, son 2e de l'après-midi. C'est le meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations. Il y a de quoi arborer un large sourire. Mais la coupe n'est pas encore pleine. Pape Habib Gueye inscrit le 5e but des Lionceaux à la 87e minute. Les Koto Boys sont en finale. Ce sera samedi face au Mali, un remake de la finale de 2011 à Dakar. Une relation fraternelle. À Saint-Louis, l'ASC Dégou a remporté la finale de la zone 3 de l'ODCAV en battant l'ASC Carrefour au tir au but. L'édition 2016 s'est déroulée en présence du directeur général de l'ONAS et adjoint au maire de la ville. Le reportage de Thierry. C'est le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal qui a présidé la finale de football 2016 de la zone 3 de l'ODCAV de Saint-Louis. Sur la pelouse, l'ASC Dégou en bleu et blanc et l'ASC Carrefour en jaune et noir se neutralisent un partout après 90 minutes. Les Bleus de l'ASC Dégou finissent par s'imposer 5 tirs à 4 à l'épreuve fatidique des tirs au but. Ce fut aussi une belle finale parce que le premier but, je pense, de l'ASC Dégou, qui est devenu vainqueur, a été marqué dès les 2 premières minutes. Comme tout match de coupe, il faut un vaincu et un vainqueur, mais je pense que tous les deux, personne n'a démérité. Depuis 3 ans, le DG de l'ONAS parraine les finales de l'ODCAV de Saint-Louis, une première pour le 2e adjoint au maire de la première capitale du Sénégal de parrainer une finale de la zone 3. Le parrain, avec un grand cœur, nous a offert beaucoup de jeux d'équipement, des ballons, 2 supercoupes et nous a gratifié aussi d'une soirée théâtrale que nous ne cessons de raconter. Face aux difficultés liées au manque d'infrastructures, le directeur général de l'ONAS rassure les populations. Cette doléance qui est là depuis 2 ans est prise en charge par le chef de l'État à la suite du plaidoyer du ministre-maire Mansour Faye. Sur la loi de finances initiale 2017, des ressources nécessaires sont inscrites pour d'abord reconstruire le stade de Maître Babacar Seye et aussi construire à Saint-Louis un stadium de basket digne de ce nom, un stadium couvert avec des terraflex, avec une capacité au moins d'environ 1000 places pour permettre de doter à la ville de Saint-Louis des infrastructures sportives à la dimension du rôle qu'il joue dans le football et dans le basket sur le plan national. L'histoire retiendra que la première finale dotée du trophée du directeur général de l'ONAS a été remportée par l'ASC Dégou devant l'ASC Carrefour où Amara Traoré a fait ses débuts dans le mouvement navétane. Nous bouclons cette édition avec les premières journées scientifiques du sida au Sénégal qui ont pris fin après 5 jours de présentation de plénière et de session sur le VIH. Le comité a présenté devant le ministre de la Jeunesse les conclusions des travaux. Coïncidant avec la journée mondiale de lutte contre le sida, un forum a été tenu par les jeunes pour discuter et échanger sur la pandémie. Damsila. Les premières journées scientifiques du sida au Sénégal a réuni plus de 500 experts et chercheurs venus d'ici et d'ailleurs. Pendant 5 jours, les participants ont tenu des présentations orales, des sessions, des plénières, entre autres. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été faites. Ces journées nous ont permis de partager les avancées scientifiques sur le VIH-Sida, d'échanger les expériences entre acteurs du milieu décentralisé et du niveau central, discuter de la bonne gouvernance. Il faut également réfléchir ensemble sur des canaux innovants. On a eu des expériences et il faut que ces expériences soient répliquées un peu partout dans le monde. Et tout en respectant les exigences éthiques, les droits humains et intégrer dans les communautés pour qu'on ait vraiment une approche holistique de la prise en charge. Pour l'élimination du sida au Sénégal d'ici à 2030, les acteurs s'engagent à conjuguer leurs forces. Tous les moyens, qu'ils soient scientifiques, financiers ou sanitaires, seront renforcés. Au Sénégal, l'épidémie du sida est stable depuis 30 ans et les nouvelles infections ainsi que les décès ont baissé de 50%. Cependant, même si l'épidémie est faible chez les jeunes, la prévalence du VIH reste 3 fois plus élevée chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. De tels enjeux imposent la mobilisation de tous les secteurs et le développement d'un partenariat national et international de type nouveau pour assurer la consolidation et la pérennisation des acquis.
L'organisation des premières journées scientifiques du sida au Sénégal a non seulement permis aux différents acteurs de réfléchir et d'échanger sur les nouvelles stratégies à mettre en place pour l'élimination du sida, mais aussi elle rassure les personnes vivant avec le VIH et motive les jeunes dans leur engagement de lutte contre la pandémie. Ça nous a permis de voir les différentes péripéties qui nous ont permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Ceci nous amène encore une fois à remercier l'État sénégalais pour avoir assumé ses responsabilités et joué son rôle. Nous placerons la question du VIH au centre de nos interventions afin qu'en 2020, les objectifs des 3,90 soient atteints. De mettre au service de la riposte toute notre créativité et toute l'énergie nécessaire pour faire adhérer les jeunes au dépistage du VIH. La clôture des activités des premières journées scientifiques a coïncidé avec la Journée mondiale de lutte contre le sida. Un forum a été organisé à cette occasion par des associations de jeunes pour échanger sur le thème de cette année, Levons la main pour la fin de l'épidémie. Mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne santé et merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Après ce journal, le journal de la foire avec nos équipes sur place et Fanta Bachi. Merci à tous et bonne fin de soirée. Débat sur la quinzaine de la femme qui mériterait d'être relancée selon les députés, tout comme l'instauration d'un grand prix du chef de l'État pour la femme, une manière pour ces députés d'installer une concurrence saine en milieu féminin. Je remercie toutes les femmes qui ont marché, le CLVF, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Je dis ici que chaque année, nous manifestons à l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme, qui est une campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Et je remercie toutes les femmes qui ont été sensibles à ces violences qui sont faites sur les femmes jour et nuit et sur les filles, mais les violences sont de nature multiple. Nous pouvons en citer beaucoup, mais heureusement que les femmes sont engagées et l'État du Sénégal est engagé à éradiquer ce fléau. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a pris des engagements lors de l'atelier des femmes juristes au King Fahd pour dire qu'il va s'ériger en bouclier contre l'impunité par rapport aux acteurs de violence. L'assistance juridique des femmes, le PASNEC, le PALAM 2, le PIDES, le programme de retrait, l'équipement des femmes, entre autres, sont autant de projets et programmes qui nécessitent des moyens conséquents. Ces moyens ont été validés en présence de l'autorité en charge du budget. Ils s'élèvent pour l'exercice 2017 à 17 422 500 540 francs CFA contre 17 671 898 060 francs CFA pour l'exercice 2016, soit une baisse de 1,41%, baisse qui se justifie par les crédits d'investissement. En définitive, un satisfecit a été décerné au ministre Maria Massar et à Moustapha Diop. Le budget du ministère de l'élevage et des productions animales connaît une hausse de 7 milliards de francs CFA, de 14 milliards 924 millions de francs CFA. Il passe à 22 milliards 304 millions de francs CFA. Une augmentation saluée par les parlementaires. Ils sont par ailleurs revenus sur les difficultés qui gangrènent le secteur de l'élevage, notamment le vol de bétail, les maladies animales, entre autres. Fatou Diouf. L'élevage, un secteur qui intéresse au plus haut point les représentants du peuple, 49 orateurs, plus de 2 tours d'horloge de débat sur des questions cruciales. En vedette, le vol de bétail. Malgré l'adoption de la loi qui endurcit les peines, le phénomène persiste. Pour les députés, il faut nécessairement que l'État veille à l'application de la loi et au renforcement des comités locaux de lutte contre le vol de bétail. J'ai assisté à un vol de bétail à Touba, ce qui m'a fait comprendre ce que c'était le vol de bétail. Parce qu'on était à Touba et quand nous sommes sortis,
on a trouvé que le troupeau qui était à la porte avait disparu. Donc le marabout a envoyé chercher le troupeau et c'est dans l'après-midi qu'on a retrouvé le troupeau très loin de Touba. Et on ne pouvait pas savoir qui a volé ce troupeau parce qu'on a trouvé des messieurs, quand on demande à qui appartient ce troupeau, ils disent « Ah, nous savons que le troupeau, c'est la richesse du peuple et si on lui prend tout son troupeau, on lui a pris sa richesse. » Madame le ministre, le vol de bétail, je demande purement et simplement à ce qu'on applique la loi contre le vol du bétail. Madame le ministre, j'avais dit l'autre jour, si on n'applique pas cette loi-là, les éleveurs se feront leur loi et ça, on va assister à autre chose. Autre question soulevée, la cherté des aliments de bétail, les maladies animales, les importations frauduleuses de cuisses de poulet, la problématique de la sauvegarde du bétail, etc. Sur toutes ces questions, le ministre de l'Élevage a apporté des précisions. Application, nous découvrir que ça pose des problèmes. L'application de la loi pose problème, nous le savons tous. Le département je salue cette initiative de créer des comités de lutte contre le vol de bétail dans les différentes localités. Mais aussi, l'État va prendre des mesures importantes pour y remédier. Il faut aussi que les populations aient la culture de dénonciation. Il ne faut plus jamais protéger ces malfaiteurs. Dans un quartier, pour Aminata Mbengue Ndiaye, le développement de l'apiculture, de la culture fourragère et de l'augmentation de l'efficacité de l'insémination artificielle sont aussi des priorités au niveau de son département et aux députés de voter à l'unanimité le budget 2017 du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. L'enveloppe passe à 22 milliards 304 millions contre 14 milliards 924 millions en 2016, soit une augmentation de 7 milliards de francs CFA. Infrastructure. Dans les régions de Matam et de Saint-Louis, le PUDC a réalisé un total linéaire de 113 Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Mettre fin au désordre dans l'attribution des fréquences, corriger les manquements notés dans le passage du numérique. Le président Macky Sall pose les problèmes de l'audiovisuel sénégalais. Le chef de l'État recevait le rapport 2015 du CNRA et entend lui donner plus de pouvoir en revoyant le dispositif juridique. Le budget du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance est de 17 milliards. Outre le programme de retrait des enfants de la rue, on note le retour de la quinzaine de la femme. Le budget du ministère de l'Élevage et des Productions Animales a pour sa part connu une hausse de 7 milliards. Le vol de bétail était au cœur des débats. Et puis le gros fruit à la peau verte et ses vertus revient dans l'actualité. Au-delà de ses effets positifs sur la santé, c'est tout un business qui se développe autour de la pastèque. Fournisseurs, revendeurs, transporteurs, agriculteurs et consommateurs, tout le monde trouve son compte dans cette économie juteuse. 27 milliards de recettes en 2015. Grand sculpteur devant l'éternel, Ousmane Sow s'est éteint ce jeudi à l'âge de 81 ans. Membre de l'Académie des Beaux-Arts de Paris, notre compatriote a été celui qui a vendu l'œuvre la plus chère, un géant s'en va. Et puis en France, François Hollande se désiste. L'actuel président français ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2017. Bonsoir à tous et bienvenue. Revoir le dispositif juridique pour donner plus de pouvoir au CNRA. C'est une proposition du chef de l'État, le président Macky Sall, qui recevait le rapport 2015 de l'organe de régulation, annonce par ailleurs une redéfinition du cahier de charges pour mettre fin aux désordres notés dans l'attribution des fréquences. Les manquements notés dans le passage au numérique doivent également être corrigés. La synthèse de Oumar Ning. Pour la 4e fois consécutive, le CNRA se soumet au rituel. Au-delà des contenus, le rapport 2015 s'intéresse aux défis de la régulation
dans le contexte numérique. Voici le profil du paysage. Les dernières statistiques qui nous ont été transmises par la RTP à notre demande établissent que plus de 308 fréquences FM, donc radio, ont été concédées à des opérateurs nationaux, 19 à des opérateurs étrangers. Plus de 50 fréquences de télévision à divers opérateurs, d'ailleurs peu nombreux. Ces chiffres doivent être cependant pondérés puisqu'ils englobent des fréquences activées, donc en opération, avec des stations qui diffusent, et des fréquences dormantes. La conséquence est évidente. On assiste à un désordre, une sorte d'incivisme médiatique. Pour un pays comme le nôtre, il faut reconnaître que c'est excessif. C'est trop, et surtout lorsqu'il n'y a absolument aucun respect pour les règles qui doivent guider un secteur aussi sensible que l'audiovisuel. C'est pourquoi j'ai engagé l'audit de l'attribution des fréquences en vue d'une exploitation judicieuse de notre spectre de fréquences dédié aux activités audiovisuelles. Et j'attendais justement l'effectivité de la TNT pour pouvoir annuler l'ensemble de ces fréquences et redéfinir un nouveau cahier de charges auquel tout le monde sera soumis sans exception. En dépit des problèmes notés, l'année 2015 a été une réussite avec une transition numérique effective. Le tournant enregistre tout de même des manquements qu'il faudra corriger. L'ampleur, la qualité et le caractère exceptionnel de ce qui a été accompli par l'expertise nationale sont indéniables. Cependant, le processus de transition, dont la partie technique a été réalisée par le groupe EXCAF, a révélé certains problèmes, manquements, insuffisances qui doivent être résolus au plus tôt, car leurs conséquences touchent à l'inégalité de traitement des citoyens, parce qu'une partie du territoire est couverte, d'autres ne l'est pas, d'où le sentiment de frustration de certains de nos concitoyens. Tout n'a pas été une réussite, vous l'avez rappelé, mais il faut se féliciter des résultats obtenus, parce que le Sénégal fait partie des pays les plus en avance dans le processus de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, en tout cas en Afrique francophone. Et pour une mise en œuvre réussie de cet important projet, initié dans l'intérêt exclusif des populations, il faut prendre dans les meilleurs délais les mesures qu'impose la situation. Je peux vous rassurer que nous allons ratifier avant la fin de l'année donc l'accord 06. Je demande au ministre des Télécoms, dès la sortie de cette rencontre, saisir les affaires étrangères pour programmation au prochain Conseil des ministres du projet d'accord de ratification. Donc afin de permettre justement à notre pays de bénéficier du dividende numérique et de ses retombées socio-économiques. Il s'agit également d'assurer... Congo. Et puis ce communiqué du pôle communication de la présidence de la République, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a appris avec consternation la disparition de l'artiste sculpteur Ousmane Sow. Le Sénégal perd ainsi une figure éminente de son paysage culturel. Artiste de dimension internationale avéré et académicien, Ousmane Sow a produit une œuvre prodigieuse qu'il a élevée au rang de monument de la création artistique sénégalaise, africaine et mondiale. Ousmane Sow a produit des personnages et des scènes qui témoignent de la longue histoire de l'Afrique, de son identité et de ses rapports au reste du monde. Plus, il a plongé dans les faits marquants de la trajectoire d'autres nations et d'autres peuples. Le président de la République salue la mémoire de ce digne fils du Sénégal et de l'Afrique qui s'est ouvert en humaniste confirmé à tous les horizons possibles de la créativité. Son Excellence, M. Macky Sall, présente ses condoléances à la famille, à sa famille et à la communauté artistique nationale et internationale ainsi qu'au peuple sénégalais. Un géant de la culture vient donc de quitter la scène. Ousmane Sow, connu pour ses œuvres colossales, s'est éteint à Dakar à 81 ans. Admis en 2013 à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, l'homme était kinésithérapeute de formation. À ce jour, il reste le sculpteur africain ayant vendu l'œuvre la plus chère. Il laisse un legs important au monde de l'art. Un immortel s'en est allé. C'est l'hommage de la rédaction signé Oumar Tchaoua.
Ce qui frappe de prime abord dans les œuvres d'Ousmane Sow, c'est l'exagération volontaire des formes. L'homme sculpté de grands hommes et lui-même n'était pas petit par l'immensité de son talent et de sa stature tout simplement. Cette figure emblématique de l'art contemporain a vu le jour en 1935 à Dakar, de parents d'origine saint-louisienne. Dès son jeune âge, il taquine en bord de plage l'art en percutant des galets qu'il amassait au rythme des flux et reflux de l'océan. En 1957, il débarque en France avec le rêve d'entrer aux Beaux-Arts. Il est refusé à la porte de la prestigieuse institution, mais ce n'était que partie remise. Ousmane Sow se tourne alors vers des études en kinésithérapie qui lui permettront de connaître les moindres détails de l'anatomie et du corps humain. C'est seulement dans la seconde moitié des années 80 qu'Ousmane Sow se révèle au grand public, d'autant qu'au détour de la cinquantaine, il s'était éloigné des cabinets de kinésithérapie pour se consacrer entièrement à son art, pétrissant la glaise, façonnant le bronze, mais aussi le fer. Nuba, Peul, guerriers Maasai, Zoulou et même Amérindiens ont été ses grandes sources d'inspiration. Sa première grande expo se fera en 1987 dans les jardins du CCF à Dakar, mais l'apothéose a lieu sur le Pont des Arts à Paris en 1999. Une expo sur la bataille de Little Big Horn, visitée par plus de 3 millions de personnes. Massives, les sculptures d'Ousmane n'en sont pas pour autant dépourvues de précision et de sensualité. Elles dégagent une impression de puissance, de majesté, mais aussi de réalisme. Ousmane, l'Auguste Rodin de l'Afrique, connaîtra la consécration suprême à la fin de l'année 2013, une année de grâce avec son entrée à l'Académie des Beaux-Arts, section des membres associés étrangers, marchant sur les pas de Léopold Sédar Senghor quelques 30 ans après. Il avait un ultime rêve d'ouvrir un musée au Sénégal qui rassemblerait toute sa collection colossale. Celui qui disait n'être intéressé que par la vie dans ses œuvres n'est plus. Mais les artistes survivent toujours à leur propre disparition, et lui, immortel plus que les autres. Adieu. Je fais ça par plaisir. Que le géant repose en paix. Session budgétaire à l'Assemblée nationale après un débat riche et varié sur les projets et programmes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Les élus du peuple ont voté le budget pour l'exercice 2017. Il s'élève à plus de 17 milliards de nos francs. Le programme de retrait des enfants de la rue était aussi inscrit au cœur des débats. À la fin des travaux, c'est un satisfecit qui a été décerné au ministre. L'innovation, c'est le retour de la quinzaine de la femme à compter de l'année prochaine à Bassao. Plus de 80 députés inscrits au débat, 6 tours d'horloge pour cerner toutes les questions liées au financement, à l'assistance et à l'autonomisation des femmes, sans compter l'intégration du genre dans les politiques publiques et le programme de retrait des enfants de la rue. Le ministère est transversal. dafa laal donc intervention yi ñu fi dégg yépp boo ko xoolee dafa xayma. Nous gérons un département transversal. Pour preuve, les interventions touchent toutes les couches de la population, les femmes, les jeunes filles, bref, la famille. Je vous assure que nous n'allons jamais laisser tomber ce projet de retrait des enfants de la rue. Nous travaillons pour l'heure à l'élaboration d'un plan d'action après avoir fait l'état des lieux. Man mii ci sama bopp dem naa ak équipe bi nga xam ne ñooy def liggéey bi sur le terrain def le quartier de la Médina. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et son ministre délégué en charge de la microfinance n'ont pas tardé à répondre aux interpellations des élus du peuple. La prise en charge des pupilles de la nation et la gestion de la case des tout-petits, les centres départementaux d'assistance et de formation pour les femmes ont aussi fait objet de kilomètres de pistes rurales. Ces ouvrages permettent de sortir des centaines de villages de l'isolement et de l'enclavement Pabuna-Tchawa. Le marché hebdomadaire de Ndjoum, mosaïque de couleurs et d'animation, lieu de rencontre de centaines de riverains. La plupart d'entre eux viennent des villages environnants, situés à des dizaines de kilomètres. Ici se pose avec acuité la question de l'accessibilité. Le programme d'urgence de développement communautaire apporte la solution définitive à travers cette piste allant jusqu'à Bombodé sur 32 km. La piste est praticable et les véhicules ici appelés Upouya s'en donnent
à Keur-Joie. bànneex bu rëy lañ si am ñin ndax ñun fii dañ ci daa sonn li nga xamante ni surtout nawet bi su tawee mais bi alhamdulilah rabbil alamin quoi waaw liggéey bi aw na yoon. fii moom ba Bombori amuñ benn problème waaw. seen oto yi paanatul. ah ñooñu paan mais paan yi garaawatuñu de ay soo paane fii boo woowee ku lay dépanne du sonn mu jël jakarta mu ñëw dépanne. benn voyage rek wala di voyage benn rek nga mën a doon def ko c'est neexul daw waaw. waaye léegi mën nga def 3 voyages. waaw léegi moom mën naa def 3 voyages. Trajet commode et sans encombre jusqu'à Bombodé, la piste a littéralement transformé la vie du village. tali bii léegi intérêt ci Bombodé. Bombodé dañ leen di sant bu baax te affaire bi baax na ci ñoom. baax na ci ñoom tey baax na ci ñoom ëllëg. parce que boo gisee lii mun na am goudron am ci lépp mun na am waaye chance la dañu sant seen gouvernement bi Macky Sall ak gouvernement yëpp. Autre aspect important, les évacuations sanitaires vers l'hôpital de Ndioum qui sont devenues plus faciles et plus rapides. Depuis qu'on a fait la piste, alhamdulillah, je remercie le bon Dieu. À chaque malade qu'on évacue vers Ndioum, on n'a plus de problème. On a une ambulance qui est à Namril, c'est à 20 à 25 km de Namril. Bon, pour l'évacuation, c'est très facile. Quand je l'appelle, ils viennent tout de suite. Il n'y a pas de problème. Par rapport aux années passées, ils avaient des difficultés. Mais alhamdulillah, on remercie Dieu, nous n'avons plus de problème. Autre localité sœur, désormais reliée par un cordon ombilical, Aérelao et Yarelao, sur un linéaire de 45 km. 1 heure de temps, ngay def digante Yare ak Aérelao. 1 heure de temps. Tami, bu nawet ñëwee, marché bi du doon dox. ñaari mois ñetti mois ci nawet bi amul woon marché. parce que oto yi mënuñ ñëw dañu chargé bagage yoon bi dafa am ay déeg yi oto yi foofu lañ jaay dañu yendoo ngiro loolu tamit deñ na yàlla def na xam léegi heure bi nga jógee Yaar bu dee kay sa oto paanul noonu ngay àggee Aérelao ni nga jógee Aérelao noonu ngay àggee vraiment yoon bi amal nañu njëriñ bu baax tamit bu dégg tamit du question la dégg laa wax yoon bi moom baax na. Thilogne et Bélé dans la région de Matam ne font pas exception à la règle. 33 km de pistes permettent désormais aux habitants de ces localités d'effectuer plus facilement leurs interactions. Toutes ces pistes ont été réalisées dans le respect strict des normes environnementales. D'ailleurs, les carrières qui ont servi à leur construction seront restaurées. Ce que nous faisons, nous essayons de remettre la terre de découverte sur l'emprunt pour réduire un peu l'excavation, améliorer l'aspect visuel et éviter le ruissellement, l'accumulation des eaux dans l'emprunt. Les pistes du programme d'urgence de développement communautaire permettent aussi de joindre des terroirs du pays qui semblaient jusque-là très éloignés les uns des autres. Dans le cadre du PUDC, donc, nous avons un souci d'interconnectivité régionale, départementale déjà et régionale. Parce que d'ici, on peut partir de Ndioum, on arrive à Bombodé et on est à 25 km de Labgar. Donc on est dans le ranch du Doli par Thiel. Et d'ici aussi, on peut aller directement dans la région de Kaffrine par Koungheul. Ceci permettra donc d'interconnecter toutes les régions du bassin arachidier, en l'occurrence Diourbel, Kaolack et Kaffrine, donc en passant par le Ferlo à la vallée du fleuve Sénégal, et donc de permettre l'interconnexion de toutes ces régions. Ceci, bien sûr, dans une logique d'émergence des pôles territoriaux. Dans le monde rural, les voies de communication sont plus que nécessaires. Le gain de temps important sur les longs trajets qui étaient le quotidien de ces populations constitue plus qu'un pas, un grand saut vers l'émergence. Après une première phase, le projet des services des entreprises du mil va mettre l'accent sur les technologies et sur la transformation du mil pour avoir des produits finis, financés à hauteur de 4 milliards par le département américain de l'agriculture. Ce projet devrait permettre aux producteurs de cultiver et de vendre un mil de qualité. Hamidou Diop. Le projet des services des entreprises du mil, financé par l'USDA, intervient dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine pour la production et à Dakar pour la transformation. Le projet, qui en est à sa deuxième phase, veut redonner au mil toute sa place, surtout dans un contexte de baisse de rendement
et de changement climatique. Nous sommes à notre deuxième phase et la première phase s'appelait projet de renforcement de la chaîne de valeur du mil. La promotion des chaînes thématiques dans les secteurs des sciences, par exemple, de l'éducation, de la santé, du tourisme, de l'agriculture, de l'environnement et de la gouvernance. Secteurs conformes aux priorités définies dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il faut aussi assurer la réglementation de l'importation, vous l'avez dit, et de la distribution des décodeurs sur le territoire national et arrêter le désordre également observé dans ce cadre. Une régulation s'impose donc avec l'orthodoxie requise. Le président de la République y invite le CNRA qui devra travailler à la promotion des bonnes pratiques dans l'espace audiovisuel. C'est ainsi que nous pourrons créer les conditions favorables à la production de contenus audiovisuels de qualité et à l'émergence d'une industrie de l'audiovisuel forte, mais aussi génératrice d'emplois et de richesses. Monsieur le Président, la promotion de bonnes pratiques en tant que régulateur du secteur, l'adoption de lignes directrices par les professionnels responsables qui pourraient être regroupés en collège d'autorégulation, doit compléter les dispositions juridiques. Et il nous faut reprendre les dispositions juridiques dans notre pays. Nous sommes l'un des rares pays où quelqu'un peut émettre, ne payant aucune fréquence, et se mettre au service de ses intérêts et sans que rien ne lui arrive. Et ça ne peut pas continuer dans une république. Donc il est clair que le dispositif juridique doit être revu. Les sanctions doivent être revues également pour que le Conseil de régulation puisse disposer d'un arsenal afin que les acteurs puissent aussi tenir compte de ces avis afin de permettre en tout cas une régulation optimale au service de tous. Une véritable politique audiovisuelle qui doit intégrer le contexte. Le chef de l'État est aussi favorable au financement du service public de l'audiovisuel, mais aussi du CNRA. Le président Macky Sall invite le gouvernement à mener la réflexion sur la base d'une exploitation judicieuse du dit rapport. Et puis le président de la République du Congo effectue un séjour de 24 heures à Dakar. Denis Sassou Nguesso doit se rendre ce vendredi à La Havane pour prendre part aux obsèques du père de la nation cubaine, Fidel Castro. Il a saisi cette occasion pour s'arrêter à Dakar et s'entretenir avec le président Macky Sall sur plusieurs questions d'intérêt commun. Pape Biram Bigengay. C'est vers 17h que l'avion de commandement du président de la République congolaise s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le président Denis Sassou Nguesso foule ainsi le sol sénégalais pour un séjour de 24 heures sur le chemin qui le mène en Amérique du Sud. Des retrouvailles chaleureuses entre deux chefs d'État qui partagent la vision d'une Afrique unie dont la paix et la prospérité. Après les honneurs, un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ensuite, direction l'hôtel King Fahd Palace où séjourne l'hôte du président de la République Macky Sall. Ici, un autre entretien entre les deux hommes sur fond de raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Congo. Chaque fois lorsque je dois me rendre en Amérique, j'ai toujours grand plaisir à faire escale ici pour m'entretenir avec mon frère et ami, le président Macky Sall. Il n'y a pas longtemps, en route pour Madagascar, il nous a fait l'honneur de faire une escale de une heure
À Brazzaville, nous avons utilement échangé, nous poursuivons ce genre d'échange. Donc je fais escale ici en route pour La Havane. Je vais prendre part aux obsèques du président Fidel Castro. Je me suis encore arrêté. Si je n'étais pas à Madagascar, alors le président m'a fait part des conclusions du sommet de la francophonie à Madagascar. Et bon, on échange sur des tas d'autres sujets. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de rencontrer le président Macky Sall. Voilà. C'est donc une amitié qui se renforce. Poignées de main et accolades chaleureuses, l'image d'une complicité entre deux chefs d'État qui tissent des liens d'amitié pour une coopération pleine et entière entre le Sénégal